Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce soir, une nouvelle présentation, un sujet inédit en plus, pour ce topo, donc construire la médiation de son exposition, et nouveaux sujets, mais également nouvelles expertes. Donc, nous avons le plaisir ce soir d'accueillir un nouvel membre de l'équipe topo, donc Jeanne Viguier. Merci beaucoup déjà de la présentation que tu vas faire. Je vous présente rapidement Jeanne, donc, qui est commissaire d'exposition, qui l'est désormais pour Topo, qui a commencé sa carrière en assistant à un certain nombre de commissaires d'exposition, puis qui a réalisé certaines expositions en tant que commissaire indépendante, notamment pour certaines mairies parisiennes, puis qui a travaillé quelques temps pour l'association donc, du patronage laïque, peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent, où elle a notamment, bien évidemment, participé à la réalisation d'expositions, mais également sur le sujet de ce soir, à un certain nombre de médiations, d'organisation de tables rondes, de visites au sein de cette structure, mais également, et elle vous en parlera, de certaines médiations en extérieur, notamment auprès de collèges et de lycées. Un petit peu l'objectif de cette conférence, c'est de vous expliquer de manière théorique, mais également concrète, comment vous pouvez utiliser vos expositions pour apporter, faire de la médiation, faire du lien en direction du public. Comme nous en avons l'habitude, nous avons préparé avec Jeanne une base de données avec certains liens qu'elle vous donnera ce soir. Nous l'agrémenterons peut-être dans les prochains jours et elle sera disponible bien évidemment sur le site de Topo. Pour ma part, je vais me concentrer sur le chat, donc si jamais vous avez des questions qui arrivent durant la présentation de Jeanne, n'hésitez pas à les poser, soit j'interviendrai tout de suite en vous donnant un certain nombre de liens ou autres, soit sinon, comme d'habitude, il y aura un petit temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Écoutez, je vous laisse entre les mains de Jeanne, et puis à tout à l'heure pour ma part. Merci Pierrick et bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent, même virtuellement, ce soir pour cette petite intervention sur le thème, donc construire la médiation de son exposition. Alors ce soir, ce qu'on va aborder, c'est vraiment le sujet de l'exposition et de la médiation qu'on peut mettre en place autour de ce moment qui est un moment important pour un ou une artiste, puisque ça va être le moment où le public va rencontrer les œuvres, où les œuvres vont rencontrer le public, puisque les œuvres, au-delà d'être des artefacts, des objets qui ont une valeur marchande, c'est des objets qui vont porter des idées, qui sont le fruit d'un savoir-faire technique et qui portent donc une vision du monde. Et donc c'est le moment de partager cette vision du monde lors de la rencontre entre les œuvres, l'artiste et le public, à travers donc tout ce qui a été fait en amont, avant l'ouverture de l'exposition, tout ce travail de curation, de commissariat pour construire un discours cohérent avec la scénographie, la sélection des œuvres d'une exposition. Et donc on va se demander qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement comme action pour continuer à faire parler l'exposition et à la faire vivre pendant qu'elle est ouverte. La médiation, on va la définir rapidement un peu plus tard, elle sert à rendre accessible et intelligible ce discours qu'on a mis en place avec une exposition, une intention ou un discours voilà, qui sont portés par une exposition artistique. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la médiation autour d'une exposition, mais la médiation culturelle, elle concerne toutes les formes de culture et d'art qui existent. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la médiation des expositions artistiques dans une démarche de démocratisation culturelle. Donc ça va être un moment très intéressant, selon moi, la médiation d'une exposition, puisque pour moi, c'est un lien qui va d'un sens à l'autre, qui n'est pas un lien vertical, mais plutôt horizontal, puisque l'artiste va pouvoir aussi en tirer quelque chose de très positif. Il va pouvoir, grâce à ces outils de médiation, aussi récolter les impressions du public et savoir comment sont perçues ses œuvres. Alors, pour vous expliquer comment va se dérouler l'intervention de ce soir, on va d'abord définir assez rapidement, sans rentrer trop dans les détails sur ce qu'est la médiation culturelle, quels sont les ressorts et quels sont les enjeux de la médiation culturelle autour d'une exposition.
Et ensuite, on va se pencher sur 5 exemples de médiation que vous pouvez mettre en place autour de votre exposition, ou en tout cas que vous pouvez avoir en tête lorsque vous organisez une exposition. Donc ces 5 exemples-là, je les ai mis sur la présentation que vous voyez. On va commencer par la visite commentée, ensuite la table ronde, la vidéo, le livret d'exposition, et enfin l'atelier jeune public. Alors, je vais commencer avec, on va parler de la médiation culturelle. Qu'est-ce que c'est exactement? On commence avec l'étymologie du mot médiation, qui vient du latin mediator et medius, qui signifie, donc, comme je l'ai écrit ici, ce qui est entre, ce qui est au milieu. Donc il y a cette idée, dès le départ, en médiation culturelle, puisqu'aujourd'hui c'est ce qui nous intéresse, la médiation culturelle, il y a cette idée de circulation et d'intermédiaire, de réconciliation aussi. On part du principe qu'il y a deux parties à la base, a priori en conflit, qu'on souhaite réconcilier. Quand, par exemple, le dialogue est rompu entre deux parties en conflit, le médiateur va servir à réconcilier ces deux parties. Donc il y a cette idée-là à la base qui est plutôt un peu négative, mais on va voir que la médiation culturelle, elle a évidemment une dimension positive. On parle de médiation culturelle en France plutôt à partir des années 80, 90, les institutions vont s'emparer de cette notion. Et du coup, c'est de rendre accessible, l'idée c'est de mener des actions qui vont tendre à démocratiser, rendre accessible, rendre compréhensible et surtout mettre en contact des publics qui sont a priori plutôt éloignés de la culture, qu'on considère comme éloignés de la culture et de les mettre en lien avec cette culture. Puisque l'accès à l'art, comme vous le savez, et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, c'est un moyen d'émancipation, c'est quelque chose qui peut mener vers plus de citoyenneté, de liberté individuelle et collective. Et c'est un enjeu fondamental pour une société ouverte et démocratique. Donc la médiation participe à tout cela. D'autant plus sur l'art contemporain, puisque encore aujourd'hui, et très souvent, l'art contemporain est considéré par beaucoup comme trop élitiste. Et la médiation culturelle de l'art contemporain, elle va venir essayer comme je le disais, de réconcilier les publics qui considèrent l'art contemporain, la création contemporaine, comme trop élitiste, incompréhensible, inaccessible. On va essayer de réconcilier. Donc la médiation culturelle, c'est un vaste champ de métiers, d'applications, de pratiques. Aujourd'hui, je parle de manière assez générale, je vais parler de choses qui sont concrètes, mais qui sont assez générales, puisque la médiation culturelle, elle va souvent venir cibler des typologies de publics très spécifiques. On parle de publics, par exemple, empêchés ou éloignés, des personnes qui n'ont pas accès ou très peu accès à l'art ou à la culture. Et on va essayer grâce à la médiation, aller chercher ces publics. Il y a les publics aussi, des personnes en situation de handicap, que ce soit moteur, sensoriel, mental, ou alors encore des jeunes en zone d'éducation prioritaire. Voilà, ça c'est des publics très spécifiques que la médiation culturelle va aller chercher avec différentes applications. Aujourd'hui, on va plutôt parler du grand public et de jeunes publics à la fin. Alors là, je vous ai mis deux exemples de chartes qui concernent la médiation culturelle que vous pouvez retrouver, on vous les mettra, donc, comme le disait Pierrick, dans la base de données, et vous pouvez les trouver très facilement sur Internet. Vous avez la charte déontologique de la médiation culturelle qui a été rédigée à la fin des années 2000 par des professionnels de la médiation culturelle pour essayer de délimiter un petit peu les pratiques, les métiers, les définitions de la médiation culturelle. Et plus récemment, en 2022, vous avez la charte professionnelle de la médiation en art contemporain, donc spécifiquement en art contemporain. Encore une fois, voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil sur ces documents qui sont accessibles. Alors, la première action qui est très simple et qui paraît peut-être évidente à mettre en place autour de votre exposition, d'une exposition, tout simplement, ça va être la visite commentée. Ça paraît peut-être évident, mais c'est quelque chose qui est peut-être la chose la plus simple à mettre en place. Il suffit de faire visiter son exposition une fois qu'elle est ouverte.
Et alors, ça va être un moment vraiment de rencontre, mais la vraie rencontre avec le public, puisqu'on va être physiquement ensemble dans l'exposition face aux œuvres. Le public va pouvoir alors expérimenter le parcours qui a été réfléchi, la scénographie qui a été réfléchie, tout le travail de commissariat, et se confronter in situ avec les œuvres. Alors on peut décider de suivre le parcours qui a été décidé, on peut décider de faire une visite commentée en se focalisant sur quelques œuvres seulement, au choix. Le commentaire in situ d'une œuvre, il faut faire attention à ce que ce ne soit pas une répétition de ce qu'on peut trouver sur le cartel. Les cartels, comme vous le savez, ou ce qu'on peut trouver dans le catalogue ou dans d'autres documents. L'idée, c'est de raconter quelque chose d'inédit. Le public, les visiteurs vont se sentir un peu privilégiés de faire cette visite avec l'artiste en plus, qui plus est, c'est encore plus inédit et privilégié. Mais l'idée, voilà, c'est de raconter une histoire, de raconter soit l'histoire de l'œuvre, si on est face à une œuvre, soit de raconter l'histoire du projet de l'exposition, raconter votre parcours, raconter le parcours des artistes, de l'artiste. C'est vraiment de créer du récit autour de l'exposition in situ. On peut partir en introduction de ce type de visite pour commencer. On peut partir du titre de l'exposition. Ça, je vais souvent le répéter tout au long de l'intervention, mais de partir du titre, partir de la thématique pour dérouler, pour expliquer cette thématique, expliquer ce titre, pourquoi on a choisi ça, quelle est l'idée derrière, quel est le message porté. C'est une bonne manière d'introduire le sujet. Alors, pour la visite commentée, en tant qu'artiste, vous êtes peut-être les personnes les mieux placées pour faire cette visite, puisque les œuvres ont été créées par vous. Mais ces visites, elles peuvent aussi être assurées en collaboration. Déjà, elles peuvent être réfléchies en collaboration avec les autres organisateurs de l'exposition, et ils peuvent aussi les réaliser eux-mêmes. Ça peut être le commissaire d'exposition, ça peut être le directeur ou la directrice du lieu, ça peut être un ou une chargée de communication, ça peut être les autres artistes si c'est une exposition collective. Enfin voilà, c'est des choses qui peuvent être menées à plusieurs. Le mieux, c'est de préparer en amont la visite, mais on peut aussi, pourquoi pas, se lancer dans une forme de visite un peu improvisée avec un jeu de questions-réponses et laisser les questions arriver de la part des visiteurs pour y répondre spontanément. C'est une possibilité. Ou alors, on peut préparer sa visite et la baliser comme on le souhaite. Le mieux, évidemment, ce qui est conseillé, contrairement à ce qu'on voit sur cette image que j'ai mise, c'est de proposer des visites en petits groupes, en petits comités pour encourager le dialogue et la convivialité. Autre avantage de la visite commentée, c'est que ça va créer de l'événementiel et on peut profiter de ce petit événementiel pour faire de la communication pendant l'exposition. Ça va être des temps forts sur lesquels on peut communiquer avant et pendant l'exposition en indiquant les créneaux de visite qui auront lieu. Donc on peut en plus s'en servir à ce niveau-là. Voilà pour cette action de médiation toute simple à mettre en place. Et ensuite, il y a la table ronde. Alors, la table ronde qui est un moment qui va servir à vraiment donner la parole aux artistes, faire parler. Ce qui est, selon moi, j'ai tendance à l'observer, assez rare d'entendre une prise de parole en public de la part des artistes. C'est souvent pendant un vernissage, par exemple, ça va être dans un coin du vernissage, entre 2 cacahuètes et un verre de jus de fruits, que l'artiste va donner quelques explications comme ça, un peu au hasard, à quelques chanceux qui sont là à ce moment-là. Mais là, on peut réfléchir à quelque chose de plus encadré, de plus structuré, qui donne accès au plus grand nombre, en fait, à ce moment d'échange et de discours à l'oral. Là aussi, ça va créer l'événement. C'est ce que je préconise, mais on peut créer ce moment de table ronde à d'autres moments, mais profiter du vernissage pour proposer un moment de discussion, de table ronde, pendant le vernissage, donc en indiquant qu'il va y avoir une table ronde à l'occasion du vernissage.
Si c'est une exposition collective, la table ronde, c'est parfait pour faire dialoguer les artistes de l'exposition entre eux et voilà, les faire échanger et développer le discours en plus des œuvres qui sont dans les espaces d'exposition. Avec, c'est mieux, une personne qui va animer la table ronde, qui va animer les débats, distribuer la parole. Si c'est une exposition solo, donc on peut trouver un ou une interlocuteur, interlocutrice, qui peut être le commissaire, comme je le disais tout à l'heure, une personne qui travaille dans le lieu, une tierce personne, un spécialiste. Voilà, on peut trouver cet interlocuteur pour maintenir le format de discussion et d'échange. On peut aussi favoriser ce moment de table ronde, le créer en délimitant même dans l'espace, c'est-à-dire en choisissant un endroit dans l'exposition où on va placer tout simplement 2 chaises ou une table, ou enfin de cadrer dans l'espace pour indiquer qu'il y a ce moment de discussion délimité. C'est encore mieux si on a une salle de conférence, des micros, etc. Mais on peut aussi faire ce moment de table ronde et d'échange debout, de manière informelle, et ça fonctionne quand même si on garde ce format de discussion. L'intérêt pour le public de ce moment-là, ça va être un éclairage inédit par rapport à ce qu'il découvre dans l'exposition. Il va en apprendre plus sur l'artiste, sur les artistes, sur les œuvres, sur le projet d'exposition, sur les acteurs qui ont été impliqués, etc. Donc ça va être, si vous préparez ce petit moment-là en amont, il vaut mieux d'ailleurs se préparer aux questions, se préparer aux sujets qui vont être abordés. Ça peut être des choses toutes simples. C'est pas la peine de faire un cours magistral théorique très compliqué. On peut se contenter d'aborder le parcours professionnel des artistes, les éléments caractéristiques de leur production, quelles techniques sont employées, comment ça fonctionne, comment une œuvre naît dans l'atelier. Ça, c'est aussi quelque chose de l'ordre du storytelling qui intéresse souvent le public, et ils sont ravis de découvrir ces secrets de fabrication. On peut aussi terminer ce petit moment de discussion avec un moment de questions par le public. Ça peut être aussi l'occasion du coup d'échanger avec le public encore davantage. Et cette table ronde peut être aussi l'objet, ça va m'amener au point suivant, mais ça peut être aussi l'objet d'une captation, par exemple, audiovisuelle. Et ça va, si on profite de ce moment-là pour faire une captation, par exemple, ça va produire des ressources pour plus tard, au niveau de la communication, ou même des ressources pour vous à mettre sur votre site internet, par exemple, etc. Donc c'est des choses qui peuvent être pensées également. Donc ça m'amène au point suivant qui est... Ah, j'avais oublié ma petite auto-promo, si on peut dire. Donc ça, c'est justement un exemple de table ronde que j'avais animé il y a quelques années avec des artistes de la Condamine qui avaient fait une exposition collective où je travaillais à l'époque au patronage laïque Jules Vallès, donc en 2022. Donc on avait, lors du vernissage, fait cette table ronde avec les artistes de l'exposition. Ça avait duré une trentaine de minutes et ensuite on était passé à la soirée de vernissage classique. Voilà. Donc je disais, voilà, ce qui m'amène à l'autre point, au point suivant, qui est la vidéo. Alors la vidéo, comme vous ne pouvez pas l'ignorer, tout ce qui est audiovisuel, numérique, etc., aujourd'hui, c'est presque incontournable, aussi dans le cas d'une exposition. Donc il y a vraiment, avec la vidéo à laquelle je pense ici, l'idée de à la fois communiquer et à la fois créer donc, des ressources de médiation et aussi de laisser une trace. Il y a vraiment cette idée avec une vidéo qu'on peut faire autour d'une exposition, donc toujours de faire parler, de rendre compréhensibles les choses et de laisser une trace. Donc il y a vraiment comment dire, la vidéo, elle peut servir en amont, pendant et après. Donc c'est un élément qui peut être très utile au niveau de la médiation et de la communication. Je sais qu'au niveau technique, la vidéo, elle peut faire un peu peur, mais aujourd'hui, avec un smartphone, on peut tout à fait faire quelque chose de très correct et d'intéressant. On peut soit décider
de faire une vidéo de présentation de l'exposition, donc en filmant une ou plusieurs œuvres, en faisant des focus sur des œuvres, avec, si on se sent capable, pourquoi pas rajouter une voix off, mais on peut déjà tout simplement se promener dans l'exposition en vidéo, publier ça sur les réseaux sociaux, sur son site internet, etc. Et rajouter, c'est toujours l'idée dans chacun des points que j'aborde, rajouter des clés de compréhension, rajouter des informations qui ne sont pas dans le parcours d'exposition pour permettre une meilleure compréhension. C'est toujours le but de la médiation. On peut aussi réfléchir à un format de vidéo interview, interview d'artistes. Alors évidemment, l'idéal, en fonction du contexte, c'est d'être accompagné par des professionnels de l'audiovisuel. Évidemment, si on a une caméra, un cadreur, de la prise de son et ensuite du montage qui est fait, évidemment, c'est l'idéal, mais ce n'est pas souvent le cas. Et avec, comme je disais, avec un smartphone, on peut tout à fait se filmer avec simplicité et produire quelque chose de pas mal. On peut pour ce format vidéo d'interview d'artistes, soit conserver le format qu'on a vu avant de discussion, donc avec un tiers, un interlocuteur. On peut faire comme une interview journalistique, donc avec des questions, des réponses, où l'interlocuteur et l'artiste échangent. Ou alors on peut opter pour le face caméra, où l'artiste seul face à la caméra va expliquer différentes choses dans sa vidéo. On peut insérer des images. Enfin après voilà, il y a tous les niveaux de vidéos qui sont possibles, bien évidemment. Au niveau du contenu de l'interview, ça va être, là aussi c'est très libre, on peut évidemment aborder tous les sujets qu'on veut, mais vu que cette vidéo elle peut servir à la fois à la communication et à la fois à la médiation, on peut rappeler les informations pratiques, le titre de l'exposition, le nom de l'artiste, du lieu, etc. Réexpliquer le titre, justement, le thème, le commissariat. Et ensuite, on peut voilà, dériver et développer différents choix de l'exposition. On peut s'attarder sur une ou plusieurs œuvres et entrer dans l'analyse plus poussée d'une ou de plusieurs œuvres. Et on peut aussi faire une ouverture, je ne sais pas, sur les projets à venir, etc. et terminer la vidéo comme ça. Je vous ai mis, alors là on va pas pouvoir les regarder, mais c'est histoire d'avoir une idée des vidéos qui sont disponibles sur le site du CNAP d'interviews d'artistes. Il y en a pas mal. Alors là c'est réalisé de manière professionnelle, évidemment, mais on voit quel est le contenu qu'on peut trouver dans ce type de vidéo. Et celle d'à côté de Chloé Ben Sahel est une vidéo que j'ai trouvée en faisant quelques recherches, et je trouvais le format intéressant, enfin l'exemple intéressant, puisque l'artiste est filmée dans son atelier, elle explique sa technique, elle explique son travail, et c'est filmé au smartphone par un tiers qui lui pose des questions pendant qu'il filme. Donc c'est assez informel, mais c'est pas mal pour se donner une idée de ce qu'on peut faire de manière très simple, mais efficace néanmoins, pour voilà, montrer du contenu de médiation, comprendre la fabrication, comprendre le message de l'artiste. Ensuite, nous avons le livret d'exposition. Alors, le livret d'exposition, il faut bien le différencier du catalogue d'exposition, notamment dans son volume, dans sa densité. Le catalogue, ça va être une liste exhaustive et détaillée de toutes les œuvres qu'on trouve dans une exposition, alors que le livret, ça va être un outil assez libre finalement, qui peut être très court, où on va on va se concentrer sur un axe choisi, ou plusieurs axes qu'on va mettre dans ce livret. Le livret, il permet d'approfondir, et surtout le gros avantage du livret d'exposition, c'est que ça va être un petit objet, enfin si possible évidemment, ça va être un petit objet avec lequel va pouvoir repartir le visiteur, comme un souvenir, comme une trace de sa visite, si on peut évidemment mettre en place ça, c'est-à-dire au niveau du budget et du matériel, il faut pouvoir imprimer
un minimum ce livret, mais on peut très bien réfléchir à un livret sur une feuille A4 qu'on plie et ça fait un petit livret, ou alors même juste une feuille si on n'a pas beaucoup de possibilités. Dans le livret, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, c'est assez libre. Alors, c'est un exercice un peu plus littéraire que les autres. Donc, il faut pouvoir rédiger les contenus. Qu'est-ce qu'on y trouve? On peut y trouver franchement un peu ce qu'on a envie d'y mettre pour approfondir, toujours l'idée d'approfondir et de faire comprendre, faire parler, etc. On peut mettre une biographie des artistes, des photos, les informations pratiques détaillées de l'exposition. On peut reprendre les textes qui sont dans l'exposition aussi si on le souhaite. Et on peut mettre des visuels de qualité des œuvres. Évidemment, l'idée, c'est au-delà des éléments que je viens de citer, c'est d'aller un peu plus loin et de proposer donc d'autres contenus inédits qu'on ne va pas trouver dans l'exposition. On peut par exemple mettre, je ne sais pas, un plan de l'exposition avec un parcours indiqué. On peut mettre des éléments historiques. On peut même mettre un petit espace de prise de notes pour les visiteurs, ou de croquis. On peut aussi, pour les jeunes publics, proposer des jeux, donc des quiz, un jeu de pistes, des coloriages, etc. Donc ça, c'est de la médiation par la gamification, par le jeu. Donc cet objet peut être décliné vraiment en fonction des besoins, en fonction des publics qu'on souhaite cibler et qu'on souhaite avec lesquels on souhaite faire interagir pendant la visite grâce à ce petit outil de médiation. D'ailleurs, j'étais en train de parler de jeunes publics avec la gamification. Alors ça, c'est un exemple du début d'un livret d'exposition que vous trouverez aussi dans la base de données, qui a été produit par le BAL et le Jeu de Paume, qui s'adresse aux jeunes publics, justement. Avec, je ne sais pas si vous pouvez voir très précisément, mais avec des questions posées aux jeunes publics sur ce qu'ils ont pensé de la visite, et avec cette notion un peu de questionnaire, de quiz qui rend interactive la visite. Et donc le jeune public, l'atelier jeune public, c'est peut-être... parmi les 5 exemples que je donne ce soir, c'est peut-être l'action la plus complexe à mettre en place, puisqu'elle relève de différentes choses, et surtout, ça dépend du contexte, parce qu'il faut avoir un jeune public face à soi, et en plus, on le verra après, mais il y a des conditions matérielles à réunir pour pouvoir mettre en place ces actions-là. Mais une manière très simple de faire de la médiation auprès du jeune public, c'est la visite commentée, mais adaptée aux jeunes. L'idée, c'est de vraiment rester le plus simple possible, et je trouve que pour les jeunes, il faut partir d'une œuvre, faire de la lecture d'œuvres in situ et poser des questions. Voilà, poser des questions aux enfants de manière très simple, aux enfants ou aux adolescents, aux jeunes, en fonction des âges évidemment, de s'adapter, mais poser des questions sur ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils connaissent aussi, quelles sont déjà leurs connaissances une fois qu'ils arrivent dans l'exposition. Est-ce qu'ils peuvent décrire l'œuvre, ce qu'ils voient, où ils sont, est-ce qu'ils ont déjà été à une exposition, est-ce qu'ils pratiquent l'art eux-mêmes, enfin voilà, tout ce genre de questions ouvertes. Ça encourage en fait les jeunes à parler, et ça ouvre le dialogue. Alors après, en tant qu'animateur ou adulte, on va amener, si possible, des informations et des savoirs dans la discussion. Mais le fait de poser des questions pendant la visite, ça va ouvrir un dialogue. Et c'est d'ailleurs, en tant qu'adulte, souvent surprenant les interactions. Ça peut être très amusant et surprenant. Et des choses auxquelles on n'avait pas pensé vont être évoquées par les plus jeunes.
moi, j'ai remarqué quand je suis intervenue auprès des jeunes publics dans les primaires, collèges, lycées, que les jeunes étaient souvent, appréciaient souvent le fait qu'on prenne leur opinion en compte et qu'on leur demande leur avis sur toutes ces choses-là, que ce soit l'art ou autre chose. Mais parce qu'à l'école, ils sont souvent, ils écoutent beaucoup, ils emmagasinent beaucoup de choses, mais ça ne va pas dans l'autre sens. On leur demande rarement leur avis. Donc c'est quelque chose que j'ai observé en faisant des ateliers et qui est très enrichissant pour tout le monde. Et enfin, voilà, donc une autre forme d'atelier pour les jeunes publics, c'est l'atelier créatif. Mais alors là, il faut disposer de conditions matérielles spécifiques, peut-être avoir des compétences d'animation aussi, ou alors en tout cas aller vers ça, le fait d'animer des ateliers. Mais dans le lieu où je travaillais auparavant, on avait donc tout un pan de ce centre culturel qui proposait des activités de loisirs. Et donc, ça nous est arrivé plusieurs fois de lier la programmation d'exposition, donc avec les artistes qu'on recevait en exposition, avec notre public, notre jeune public qui venait en activité de loisirs, et on proposait des stages créatifs, donc en lien avec la technique des artistes qui étaient exposés, donc des stages de quelques heures de céramique, de modelage, de dessin-peinture. Mais alors là, évidemment, il faut pouvoir réunir les conditions matérielles nécessaires pour organiser ce type de moment, avec les locaux adaptés, les habilitations adaptées, etc. Évidemment, on ne peut pas improviser, enfin en tout cas moins facilement, ce genre de médiation, mais c'est une médiation qui est très efficace et très puissante auprès des jeunes, puisque on va entrer dans le vif du sujet, en fait, par le faire. On va pouvoir transmettre les messages, la culture, les discours, l'art en général. Les jeunes vont apprécier ce moment qui va rester marquant pour eux en étant accompagnés par les artistes directement. Et ils vont pouvoir encore mieux comprendre et encore mieux appréhender ce qu'ils ont pu voir dans l'exposition auparavant. Et voilà, donc pour conclure, j'ai essayé de faire une liste simple de pistes en fait d'idées, mais soit à mettre en place à mettre en place soi-même, soit au moins d'avoir en tête ce qu'il est possible de faire. Donc, ce qu'il est possible d'envisager quand on fait une exposition, mais peu importe l'envergure, peu importe le contexte, c'est des choses qu'on peut mettre en place soi-même de manière autonome en tant qu'artiste, ou alors on peut en tout cas avoir un regard sur ces actions de médiation culturelle. Merci beaucoup, Jeanne, pour cette présentation. Alors, peut-être si vous avez quelques questions, je vous laisse les présenter directement dans le chat. Un petit point que je vous mets, moi également, directement dans les commentaires, ça va être 2 liens. Un premier qui va aller un petit peu plus loin sur ce que vient de présenter Jeanne, c'est notamment la question parfois des rémunérations qui peuvent être liées à ces ateliers. Je sais que beaucoup d'entre vous peuvent avoir un certain nombre d'idées qui peuvent être bien évidemment agrémentées avec ce que Jeanne vous a présenté, mais va se poser parfois la question de la rémunération sur ces différentes visites, sur la participation à des tables rondes, sur des ateliers. Donc ça, que ça soit sous forme de, lorsque vous proposez des budgets pour des expositions ou même lorsque vous allez exposer au sein d'associations, n'hésitez pas à vous tourner vers les 2 référentiels que je viens de vous laisser. Le premier qui vient directement du réseau ASTRE, donc le réseau ASTRE qui est le SODAVI, donc le schéma d'orientation des arts visuels en Nouvelle-Aquitaine, et qui a proposé, alors je ne peux pas malheureusement le partager à l'écran, je vous laisse directement aller voir, qui a tout simplement proposé une calculatrice qui vous permet de budgétiser, alors bien évidemment des droits de représentation, d'accrochage ou autre, mais également l'animation de rencontres publiques, de débats ou d'ateliers de pratique artistique. Pour finir, sur le dernier exemple de Jeanne sur les ateliers, par exemple, le réseau ASTRE prévoit une recommandation tarifaire à 70 € de l'heure pour une intervention artistique, avec une préconisation de doubler la première heure pour comprendre
le temps de préparation. Une autre structure qui est le CAP, donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui propose tous les ans, je ne suis pas persuadé, il faudrait aller vérifier qu'ils aient déjà proposé la partie 2025, mais pour 2024, vous avez le lien que je viens de vous montrer où ils vont pareil proposer des recommandations pour un certain nombre de ces interventions. Je ne sais pas, toi, Jeanne, dans les différents lieux dans lesquels tu as pu travailler, est-ce qu'il y avait ces questions qui se posaient? Comment elles étaient amenées? Oui, au patronage laïque Jules Vallès, oui, il y avait évidemment cette question-là quand un atelier était organisé, donc c'était sous forme de stage ponctuel. Évidemment, les artistes étaient, en tant qu'animateurs, rémunérés pour ce stage. Il y avait un tarif horaire, je ne me souviens plus exactement lequel, mais c'était le même appliqué à tous les intervenants qui intervenaient en règle générale en termes d'ateliers de loisirs au patronage. Ouais. Et puis en effet, Nadia, qui vous partage en chat un autre référentiel, du coup, avec Devenir Art également. Il y a un certain nombre de référentiels, de propositions que vous pouvez trouver sur différentes structures. Et du coup, ces référentiels-là peuvent vous permettre aussi d'imaginer et de budgéter certaines actions de médiation que l'on pourrait vous demander de mettre en place, notamment, je pense, sur des appels à candidature quand il y a des résidences, par exemple. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ce que vient de vous dire Jeanne, les différents référentiels. N'hésitez pas à produire toutes ces formes de médiation, voire à en inventer à partir des exemples qui sont donnés là. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou si, Jeanne, tu souhaites rajouter quelque chose? Pour ma part, non. Non. Je crois avoir tout dit pour ce soir. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, du coup, à nous contacter. Je vous mets directement l'adresse mail de Topo dans le chat. Si jamais vous avez des questions sur ce sujet, nous pourrons également vous envoyer, bien évidemment, la base de données. Alors, elle sera présente sur le site, mais si jamais vous la voulez ou si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à nous contacter de manière à ce que Jeanne ou moi-même puissions peut-être vous aider plus concrètement, individuellement, sur certains des projets d'exposition que vous avez en cours ou que vous allez devoir mener. Voilà, écoutez, il nous reste à vous souhaiter une excellente soirée. Encore une fois, merci beaucoup Jeanne. Et merci. Puis, à très bientôt. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée.